Bonjour à tous, bienvenue à tous sur cette chaîne Infusée de la présence. Et aujourd'hui, je reçois Florian Saffer. J'ai l'honneur de recevoir Florian, qui est un ami avec qui je travaille. Et je souhaitais l'interviewer pour qu'il nous donne sa vision des choses autour du prendre soin de soi. Et justement, toutes ces interviews, l'intention de ces interviews, c'est mm, d'interviewer des personnes, des acteurs qui sont dans le prendre soin de soi. Et aujourd'hui, Florian, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent pas? Oui, super. Donc moi je suis Florian. Donc mon métier de base, je suis très fier de l'exercer, c'est diététicien. Je fais ce métier depuis 2001. Voilà. Donc moi je partage mon temps entre deux types d'activités. Vraiment mon activité clinique où je reçois allez, une petite centaine de patients par mois qui est autour notamment mes patients types, c'est soit des personnes qui ont des troubles des conduites alimentaires, souvent assez sévères. Et je vais aussi travailler avec des personnes qui ont aussi d'autres maladies chroniques, comme le syndrome d'intestin irritable, ou tout simplement qui sont dans une démarche de prendre soin d'eux, de changer leur habitude alimentaire. Ça, c'est une partie de mon activité. Mon autre activité, je veux dire, mon activité principale, c'est plutôt de donner de la formation, de monter des modules de formation, de créer des ingénieries de formation. Je dirige le centre de formation diététique et comportement euh, qui va proposer des formations sur ces thèmes autour de tout ce qui est psychologie du comportement et tout ce qui peut être, je veux dire, sciences humaines appliquées au métier de diététicien. Voilà mes deux casquettes. OK, merci. Donc, il y a quelque chose qui m'a touché dans ce que tu as dit. J'ai entendu, que tu accompagnais des patients, qui souffraient de troubles alimentaires, mais aussi, de maladies chroniques type, intestin irritable, par exemple. Et il y avait cette idée du prendre soin de soi autour de l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, prendre soin de soi autour de l'alimentation? Tout simplement, moi je pense que à la base, quand on vient au monde, l'alimentation, ça a cette fonction-là. Ça a une fonction de créer, en fait, de mettre le corps, donc le vivant, dans un état d'équilibre optimal. Ça a toujours servi à ça, l'alimentation. Euh, C'est pour ça, on demande à n'importe quelle maman pourquoi elle nourrit son enfant, c'est pour qu'il grandisse bien, puis pour qu'il aille bien. Donc, c'est le rôle de l'alimentation, de pouvoir contribuer à notre équilibre, en fait, d'harmoniser. Moi, je vois ça, l'alimentation, comme quelque chose qui vient harmoniser le vivant en nous, quoi. Notre corps, c'est du vivant, et ce vivant, pour fonctionner, il a besoin de nourriture. Cette nourriture, elle va apporter les nutriments nécessaires à notre équilibre. On sait que si on mange mal, on peut avoir des déséquilibres même dans notre système nerveux, ça commence à être bien étudié. Et c'est aussi un moyen d'équilibrer, j'ai envie de dire, nos émotions, et c'est aussi un moyen d'harmoniser nos contacts sociaux, nos liens sociaux, la nourriture. Et à la base, la nourriture, ça sert à ça. Ça sert à ça jusqu'au moment où, en fait, il y a quelque chose qui vient faire un petit grain de sable qui vient se mettre dans la machine. Ça peut être des préoccupations en termes d'image corporelle, ça peut être une maladie comme un trouble alimentaire, ou ça peut être quelque chose qui va être, j'ai envie de dire, plus mécanique, comme voilà, un syndrome d'intestin irritable qui va créer des douleurs. Et là, à ce moment-là, la nourriture elle va perdre un peu cette fonction. Elle va être davantage associée à quelque chose qui fait peur, qu'il faudrait éviter, qu'il faudrait contrôler, dont il faudrait se méfier. Et donc, nous, notre rôle de diététicien, c'est plutôt de réharmoniser ce rapport à la nourriture, de permettre à la nourriture d'harmoniser le vivant en nous, quoi. C'est un peu comme ça que je conçois le soin diététique. Merci beaucoup. Évidemment, ça me touche particulièrement parce que, je partage, beaucoup de choses en commun et c'est cette valeur du soin autour de la diététique. Et finalement, ça casse un peu les a priori qu'on peut avoir dans les représentations sociales de beaucoup de gens autour de la diététique, ce que c'est diététique, le mot diététique, les diététiciens, qu'est-ce qu'ils font? Et j'ai entendu que tu avais une spécificité aussi qui était la diététique comportementale. Hem, Est-ce que tu pourrais simplement nous expliquer, peut-être que ça a un lien avec cette idée d'harmoniser le vivant en nous, la régulation des émotions, ce que tu décrivais juste avant? Oui, tout à fait. En fait, si tu veux, la diététique comportementale, c'est l'utilisation en fait d'outils qui vont plutôt être issus en fait de la psychologie comportementale, ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, appliquées à la diététique.
Et en fait, si tu veux, comment j'en suis arrivé à cette intégration, en fait, ça remonte, en fait, c'est un peu l'histoire c'est un peu mon parcours professionnel qui m'a amené à m'intéresser à ça. Quand j'ai commencé à travailler avec des patients en 2005, et moi j'ai commencé ma pratique clinique quelques années après avoir été diplômé, j'étais un peu persuadé que j'avais tous les outils pour accompagner des patients. Puis c'était pas vraiment encore la mode de l'ETP, tout ça à l'époque. Donc on était encore dans une vision du soin diététique qui était très descendant. On expliquait aux patients quoi faire. Et ça, on était plutôt bon parce que finalement, on est bien formé à ça. On est bien formé parce qu'on a des tonnes de connaissances qu'on peut transmettre. Par contre, ce que j'ai observé, c'est que dans ma formation initiale, on m'avait pas appris à travailler avec de l'humain. Et ça posait des vraies limites, ça posait des vrais problèmes en fait cliniques avec mes patients. Et je voyais bien qu'en fait, il suffisait pas que de leur expliquer pour qu'ils le fassent, ou qu'il y avait vraiment des difficultés qui pouvaient être d'ordre émotionnel, ou que certains se mettaient trop de pression, qu'ils avaient des schémas de pensée durs envers eux, ou qu'ils étaient paralysés. Et ça, en fait, j'étais pas du tout armé. Et si tu veux, pour moi, ça a été comme une crise. Une crise, on connaît tous hein, que la crise, ça nous met face au mur et soit j'arrêtais ce métier parce que finalement je voyais que je n'apportais pas une vraie plus-value aux patients, soit quelque part j'ai essayé d'évoluer. Et à cette époque, une amie m'avait conseillé de m'intéresser aux thérapies comportementales et cognitives, à la psychologie comportementale. Et si tu veux, il n'y avait pas grand-chose en fait qui était fait vraiment dans le soin diététique. Il y avait le gros qui commençait un petit peu à émerger, mais qui n'était pas vraiment dans la psychologie comportementale, qui était plus dans des approches qu'on pourrait qualifier de phénoménologiques, c'est jamais facile à dire ce mot. Et donc du coup, moi j'ai suivi un DU en TCC, c'était en 2008, et j'ai commencé, si tu veux, à essayer d'intégrer à cette pratique de diététicien, ce métier de diététicien, tous les outils de psychologie comportementale. Euh, donc la psychologie comportementale, pour faire un petit peu simple, c'est toute une science qui va étudier les comportements d'une manière scientifique, qui va regarder un petit peu qu'est-ce qui maintient un comportement, qu'est-ce qui motive un comportement, qu'est-ce qui peut éteindre un comportement. Euh, donc, donc là, il y a eu toute cette intégration qui s'est faite progressivement finalement à ma pratique de diététicien et qui est venue quelque part, non pas la révolutionner ou la changer, mais qui est venue la compléter. Donc là, c'était vraiment quelque part travailler avec les schémas de pensée des patients, travailler avec les émotions des patients qui pouvaient faire obstacle. Puis, un peu plus tardivement, mais à peine plus tard, en 2000, je me suis intéressé à ce qu'on appelle les approches, les thérapies comportementales de troisième vague, qui intègrent la pleine conscience et la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et là, ça a été vraiment aussi un point de basculement intéressant dans ma pratique, parce qu'il y a vraiment cette thérapie d'acceptation et d'engagement et toute cette troisième vague des TCC, elles apportaient vraiment quelque chose d'un peu nouveau. Notamment le fait de réapprendre à se connecter au moment présent, le fait notamment de motiver nos comportements par rapport à nos valeurs, le fait d'identifier aussi que certains schémas de pensée étaient là et qu'on pouvait choisir de ne pas les suivre. Donc il y a une évolution qui a été assez intéressante. Et mon job, hein, quelque part, c'était déjà un petit peu un job d'ingénieur en formation. C'était déjà de pouvoir me dire comment moi, je vais pouvoir intégrer ça à ma pratique. Et puis très vite, ça a été aussi comment je vais pouvoir le transmettre. Ok, merci. Je comprends très bien du coup, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au TCC avec cette formation, BTS diététique peut-être que tu as fait par le BTS, peu importe, mais BTS, ouais. qui était, très technique et très intéressante sur le plan technique, mais du coup qui avait une sorte de carence, hein, pour accompagner, l'humain. Hem, mais qu'est-ce qui t'a intéressé du coup à la diététique? Parce que là, on comprend bien autour des TCC, mais qu'est-ce qui t'a intéressé autour de la diététique? Ah, c'est intéressant comme question parce que, euh, si tu veux, moi j'ai fait ce choix, je suis vraiment rentré dans le BTS diététique à 18 ans, quoi, tout de suite après le bac. Euh, et en fait, quand on est au lycée, on doit faire quand même un choix et c'est pas évident de faire un choix de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard comme job, quoi. Et à l'époque, je me suis vraiment posé la question parce que c'est quelque chose qui a toujours animé un petit peu ma vie, qui est une sorte de fil conducteur. J'ai toujours eu l'idée que si je faisais un job, il fallait vraiment que je puisse m'amuser dedans, quoi. Et à l'époque, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui t'intéresse, quoi? Et donc, j'avais vraiment deux choses qui m'intéressaient beaucoup. Il y avait vraiment la psychologie et le rapport à l'alimentation.
D'ailleurs, moi, quand j'ai fait mes études de diététique, je pensais que c'était quand même une science qui était beaucoup plus humaine. Je pensais que l'enseignement allait beaucoup plus inclure de sociologie, de psychologie. C'était une petite déception, d'ailleurs, quand j'avais vu le programme en fait, du BTS. Moi, j'avais vu toutes ces notions, psychologie, sociologie. En fait, je ne m'étais pas rendu compte que c'était 1 heure ou deux par semaine et que c'était hyper minoritaire. J'avais toujours eu cet intérêt en fait, pour le rapport à la nourriture, le rapport en fait aux mangeurs. Moi, c'est les mangeurs qui m'intéressent plus que les aliments en eux-mêmes, c'est cette histoire du mangeur. Mmh. Et dans tous les cas, je voulais faire un métier qui est autour de prendre soin des autres, de pouvoir vraiment, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours eu de l'intérêt, de se dire, voilà, pouvoir faire que la vie des gens soit un peu mieux, quoi. Qu'elle marche un peu mieux, ça m'a toujours un petit peu animé. OK, merci. Hem, J'entends finalement que c'est, très humaniste finalement comme, enfin comme, ce qui t'a guidé. Il y a une sorte de quelque chose d'un peu, un élan de contribution vers, le mangeur. C'est-à-dire que ce qui t'intéressait plus, c'était l'être humain qui mangeait finalement que l'aliment en lui-même, même si l'aliment en lui-même peut être très intéressant. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est ça qui Ce qui était assez difficile, si tu veux, c'est que quand je suis arrivé dans le monde du travail, notamment quand j'ai commencé la pratique clinique, parce qu'avant j'ai eu d'autres activités qui étaient plus techniques, parce que j'ai travaillé dans tout ce qui était process, qualité, etc. Donc je m'étais vraiment éloigné du mangeur pendant tout début de ma carrière. C'est quand j'ai commencé à vraiment avoir cette focale du mangeur et d'envisager la diététique en fait comme une science humaine, et non pas comme de la nutrition, non pas comme un synonyme de la nutrition. Pour moi, diététique et nutrition, c'est vraiment deux choses très différentes, quoi, assez différentes. Et quand j'ai commencé vraiment à envisager la diététique comme une science humaine, c'était assez violent parce qu'à l'époque, c'était vraiment à contre-courant et c'était, j'ai envie de dire, assez mal vu en fait, hein. C'était assez mal vu. Je me souviens d'échanges avec d'autres professionnels qui pouvaient nous accuser de quelque part de pervertir le métier ou de nous éloigner de l'essence même du métier, alors que moi j'avais plutôt l'impression de m'en approcher, quoi. Hein, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'histoire de la diététique, quand on regarde un petit peu l'étymologie, euh, comment c'était déjà quelque chose qui était déjà présent dans la Grèce antique et que ça avait vraiment ce rôle d'aider les gens à prendre soin d'eux. C'était vraiment une sorte de discipline, pas de science d'ailleurs, une discipline qui visait à ce que la santé soit optimale, quoi. Et donc, pour moi, j'avais plutôt de m'approcher en fait de l'essence même du métier, alors qu'en fait, tu parlais des représentations sociales tout à l'heure. Peut-être aussi que notre profession, à l'époque en tout cas, c'est moins vrai aujourd'hui, s'enfermait aussi dans ces représentations d'être des techniciens ou d'être dans une science un peu froide ou un petit peu austère, hein. C'était assez compliqué au départ, ou du moins j'ai rencontré des difficultés, mais en fait, vu que ça me passionnait, ça m'animait, en fait, j'en avais pas grand-chose à faire ce que les autres pensaient. Ça m'a permis de persévérer sur cette voie-là. Et puis, c'est intéressant aujourd'hui parce que 15 ans après, bah, ce mouvement, il est bien lancé, quoi. Il est bien lancé et tu sais de quoi je parle, tu vois bien, même dans les pros, à quel point ça a pu évoluer et que ce métier, maintenant, beaucoup aspirent vraiment à ça, à voir la diététique comme une science comme une discipline plutôt, qui pourrait aider les gens à prendre soin d'eux, à se tourner vers eux, à répondre à leurs besoins dans tous les sens du terme. Merci, vraiment merci infiniment pour ces mots. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui me touche beaucoup. Et je vais revenir un petit peu à cette idée de diététique comportementale, hem et de prendre soin de soi autour de l'alimentation. Qu'est-ce que peut permettre, la diététique comportementale pour, par exemple, un patient qui souffre d'une maladie chronique? J'ai entendu, par exemple, avec, syndrome de l'intestin irritable, ou peut-être un autre exemple, mais peut-être quelqu'un qui souffre, d'une maladie chronique et qui peut avoir un lien avec l'alimentation. Alors c'est intéressant comme en fait, je vais t'expliquer en fait comment j'envisage la diététique comportementale, de la manière la plus simple possible. Finalement, pour moi, la diététique comportementale avec toutes les intégrations, voilà, des TCC de troisième vague, de tous ces outils-là, ça va viser quelque part à entraîner des compétences qui vont nous permettre de gagner en flexibilité psychologique. Alors cette flexibilité psychologique, moi je la résume en 4 habilités qu'on peut s'entraîner à développer.
Il y a une première habilité qui consiste à se reconnecter à soi, à se reconnecter au moment présent, à se reconnecter par exemple à nos sensations alimentaires, mais tout simplement aussi à se reconnecter au moment présent. Tu parlais du syndrome de l'intestin irritable. Si tu veux, beaucoup de patients, en fait, ils sont plus dans le moment présent, ils sont dans l'anticipation, c'est-à-dire ils mangent en pensant déjà aux effets que ça va avoir sur leur corps. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, ça va certainement créer un peu d'effet nocebo, mais en plus, quelque part, le moment, il n'est pas vécu pleinement. Si je suis en train de manger mon dessert en me disant, ouais, mais demain, je vais avoir mal au ventre, et blablabla, en fait, on ne va plus être dans l'expérience qui se déroule ici et maintenant. Puis ça va donc interférer avec le comportement alimentaire, et ça va aussi interférer avec la relation à soi d'une manière générale, parce que tout peut potentiellement devenir anxiogène. Une invitation, du coup, je suis plus là en train de la vivre pleinement. Je suis déjà en train de. Je reçois voilà, un SMS d'un ami qui m'invite à dîner, mais déjà, est-ce que ça va pas être un problème, etc. Donc, il y a une connexion, il y a une perte de. Souvent, hein, le stress nous amène à une perte de connexion avec le moment présent. Donc, déjà, c'est de se reconnecter avec son corps, se reconnecter avec l'expérience directe qui se passe dans son corps. Est-ce que cet aliment, il va vraiment passer? On va en faire l'expérience. Plutôt que d'être dans notre mental, c'est revenir au moment présent. Et puis de revoir aussi dans le moment présent aussi notre corps comme un objet qui va être aussi une source d'épanouissement et qui ne va pas uniquement être une source d'anxiété et de peur. Hein. Quand on a une maladie chronique, souvent notre corps, on va quelque part l'envisager uniquement sous le prisme de mon corps est un problème. En entraînant la connexion au moment présent, ça va être aussi, mon corps, c'est aussi quelque chose qui est vivant et que je peux observer comme vivant et qui peut être source de satisfaction. Donc, tu vois, ça serait la première habilité, quelque part, c'est se reconnecter ici et maintenant, redevenir présent à ce qui se passe en soi. La deuxième habilité qu'on peut entraîner en diététique comportementale, ça va être la capacité à prendre de la distance avec ce que nous raconte notre mental. Euh, Chaque jour, on a 40 à 60 000 pensées par jour. Et si on faisait un peu le tri dans nos pensées, hein, peut-être que tu as pu l'observer, Duncan, je sais que tu es un méditant et donc tu dois avoir l'habitude de ça, c'est que sur ces 40 à 60 000 pensées par jour, il n'y en a pas, elles ne nous permettent pas toutes, en tout cas, de prendre soin de nous. Il y en a certaines qui vont même nous éloigner de prendre soin de nous. Je ne le mérite pas, c'est pas pour moi. De toute façon, j'en suis pas capable, ça va être trop dur. Moi, de toute façon, vu comme j'ai fait n'importe quoi depuis 2 jours, autant que ce troisième jour soit encore pire que les autres. Ou toutes ces pensées qui nous mettent la pression. Je devrais prendre soin de moi, il faudrait à tout prix que je prenne soin de moi. Hein, ça, c'est 40 à 60 000 pensées par jour. On voit qu'il y en a un certain nombre en fait, qui vont créer une sorte de difficulté, hein, de blocage quelque part, qui vont être antagonistes avec l'idée d'avancer. Nous, l'idée, c'est dans les approches en diététique comportementale, ça va être de pouvoir identifier ces schémas de pensée et non pas pour les supprimer, parce que c'est pas bien possible, hein. C'est pas vraiment possible d'enlever ce qui se produit dans notre esprit. D'ailleurs, si on pouvait programmer nos pensées le matin, on enlèverait toutes ces pensées. Je suis pas capable, je suis pas à la hauteur. Hein, se programmerait avec des pensées cool. Malheureusement, c'est pas possible, mais on peut simplement apprendre à ne plus être l'esclave de ses pensées. Hein, les bouddhistes utilisent des métaphores comme les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Donc là, c'est déjà la deuxième habilité, c'est de quelque part moins être l'esclave de nos pensées limitantes, de nos pensées dures, de nos pensées jugeantes, de nos pensées qui nous invitent à nous négliger. Déjà en avoir conscience. Puis dans cette expérience mentale, il y a aussi des pensées qui servent à prendre soin de nous et de pouvoir aussi les identifier, hein, comme les utiliser comme des boussoles quelque part. Et puis là, une des troisièmes habilités, ça va être apprendre à faire la paix avec nos émotions. Et c'est pas évident cette histoire, parce que si on souffre d'une maladie chronique, normalement on va passer par plein d'émotions. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma vie est foutue, toutes ces émotions qui ne sont pas faciles et qui sont naturelles pour autant, elles sont toutes naturelles, mais Dieu sait qu'elles ne sont pas simples à accueillir. Et donc le problème, c'est que souvent, quand on est face à ces émotions qui sont un peu douloureuses, on va avoir deux attitudes qui vont être problématiques. Soit on va être l'esclave de ces émotions. J'ai peur, donc j'évite. Je suis anxieux, donc voilà, j'ai tellement peur que les aliments me fassent mal au ventre, hein, si je reste centré sur un exemple avec le syndrome d'intestin irritable, que je mange plus rien. Donc là, je suis comme l'esclave de mes émotions. C'est mes émotions qui décident pour moi. J'ai peur d'avoir mal au ventre, je ne vais plus chez mes amis. Donc c'est mes émotions qui décident pour moi. Ça, c'est la première attitude dysfonctionnelle avec nos émotions. On le fait tous de temps en temps, se laisser embarquer par nos émotions. Et puis la deuxième attitude dysfonctionnelle, c'est que souvent on essaie d'éviter ces émotions. On va éviter les situations qui les déclenchent, et quand elles se présentent à nous, on va aussi trouver des stratégies pour les éviter, comme manger, fumer, penser à autre chose, passer 1 heure sur Facebook.
Et ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas mieux, parce que quand on essaie d'éviter ces émotions, elles reviennent encore plus. Et donc, du coup, c'est comme une sorte de cercle vicieux. Plus j'essaie d'éviter quelque chose, ben, plus c'est présent en moi. Ben, nous, ce qu'on va proposer en diététique comportementale, ça va être d'apprendre non pas à être contrôlé par nos émotions ou d'apprendre à éviter nos émotions, mais on va plutôt apprendre à faire la paix avec elles. On va plutôt apprendre à les reconnaître comme des expériences naturelles. Et puis peut-être même, si on fait la paix avec elles, on va peut-être pouvoir trouver un caractère un peu adaptatif dans cette émotion. On va peut-être pouvoir les utiliser de manière un peu plus intelligente. Mais ça serait presque comme une sorte de deuxième étape. Je ne sais pas si je suis très clair et si mes propos sont assez simples. C'est vraiment pouvoir se dire, ben, ok, là je suis anxieux et c'est ok d'être anxieux. C'est ok d'être anxieux. Et en même temps, c'est être ok, mais sans pour autant être contrôlé par ça. On a une métaphore, je ne sais pas si j'ai le temps, si je peux la partager avec toi, Duncan, qui pourrait illustrer un petit peu ce rapport aux émotions. Ouais, super. Ben, cette métaphore, c'est la tante Irma. Imagine, Duncan, tu viens d'acheter une nouvelle maison, puis vraiment, tu es vraiment heureux parce que tu sens que tu vas être bien dans cette maison. C'est un lieu dans lequel tu vas pouvoir te sentir bien, tu vas pouvoir passer du bon temps, tu vas pouvoir te sentir en sécurité. Et, pour fêter ça, t'as invité bah, toutes les personnes qui te sont chères, des amis, de la famille, toutes les personnes que tu apprécies. Sauf une personne, il y a une personne que tu n'as pas invitée, c'est ta vieille tante Irma. Tu sais, cette vieille tante qui fait choraler. De toute façon, tu sais que si tu l'invites, elle va critiquer, elle va juger, elle va trouver que la fête est pas agréable, trouver que la déco est mal agencée, et puis elle va même passer beaucoup de temps en fait à râler. Tu vois, cette vieille tante-là. Bien évidemment, tu ne l'as pas invitée parce qu'elle, tu ne la voulais pas quelque part. Tu ne voulais pas qu'elle vienne perturber cette soirée de crémaillère, cette pendaison de crémaillère. Et là, tu es en train de t'amuser dans ta soirée, rigoler avec ses amis, leur montrer cette nouvelle maison que tu viens d'acquérir. Tu es en train de passer du bon temps, tu as peut-être mis un peu de musique et l'ambiance est festive. Et devine quoi, pendant que tu es en train de t'amuser, tu entends taper à la porte. Devine qui c'est. Cette vieille tante Irma. Alors bien évidemment, hein, quand tu la vois, tout de suite tu repousses la porte. Non, ne rentre surtout pas. Et tu retournes dans ta soirée, mais pendant ce temps-là, t'es inquiet, est-ce qu'elle va parvenir? Et puis tu es en train de nouveau de t'amuser, puis tu la vois taper maintenant à la fenêtre de la cuisine. Et puis du coup, tu essaies de barricader la fenêtre de la cuisine, mais de nouveau, elle essaie de passer par le garage. Puis, pendant que tu es en train d'essayer de faire partir cette tante Irma, bah, je sais pas si tu es d'accord avec moi, tu n'es pas vraiment en train de profiter de ta soirée. Tu n'es pas en train vraiment de partager du temps avec tes amis, tu n'es pas vraiment en train de danser et de vivre pleinement. Tu es plutôt comme occupé à faire fuir cette vieille tante. Et ça peut marcher un petit peu, mais elle est coriace quand même. Hein. Elle est coriace, elle peut même rentrer par le toit. C'est une cascadeuse un petit peu. Et puis, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que plutôt que d'essayer de la faire fuir, c'est de pouvoir lui ouvrir la porte et l'accueillir. Bon, ok, elle va râler, ok, elle va pas être d'accord, ok, elle va critiquer la déco, ok, elle va trouver la musique, euh, elle va trouver la musique trop forte. Elle va te dire que tu aurais dû acheter ailleurs, elle va te dire que peut-être même que ta maison elle n'est pas aussi belle que la sienne, elle va peut-être te raconter toutes ces choses-là, mais est-ce qu'on pourrait l'accueillir avec quelque part bienveillance, peut-être même lui offrir quelque chose à boire, et puis être ok avec le fait qu'elle va un petit peu râler. Et puis pendant ce temps-là, peut-être nous juste pouvoir juste profiter de cette soirée, même si Tante Irma, elle est là. Ben voilà, c'est une sorte de métaphore, c'est une métaphore qui permet vraiment d'aborder un petit peu comment on va travailler les émotions en thérapie d'acceptation d'engagement, en diététique comportementale. C'est plutôt de se dire, plutôt que d'essayer de les mettre à la porte, quelque part, quand j'essaie de la mettre à la porte en Irma, c'est elle qui contrôle ma soirée, c'est elle qui contrôle mes comportements. Ça va être de faire avec elle, puis d'avoir plutôt un rapport avec elle qui va être apaisé, même si on n'adhère pas à ce qu'elle raconte, même si on n'est pas OK avec ce qu'elle fait, même si on aurait préféré qu'elle ne vienne pas, elle est là, on va faire avec. Et on va essayer d'être quelque part dans cette hospitalité avec Tante Irma, comme on pourrait l'être avec nos émotions. Donc ça, je ne sais pas si cette métaphore te parle. En tout cas, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on va travailler en diététique comportementale. Puis après, il y aurait vraiment la dernière compétence qu'on entraîne. Hein. La première, c'est de se reconnecter à soi, au moment présent, à son corps. La deuxième, c'est de pouvoir prendre de la distance par rapport à notre mental, notamment avec tout ce qui peut nous raconter de dysfonctionnel. Et puis
La troisième habilité, c'est de pouvoir faire la paix avec nos émotions. Et la quatrième habilité, c'est de pouvoir réinvestir vraiment nos comportements, de pouvoir reprendre le contrôle de notre vie, de pouvoir choisir nos comportements en fonction de ce qui a du sens pour nous. Hein, en l'occurrence, dans les conduites alimentaires, bah, c'est peut-être redécider de manger des aliments qui vont nous faire du bien, redécider d'aller voir des amis, redécider d'être acteur un petit peu de ce qui se passe pour nous. Et je sais que ça fait le lien avec l'éducation thérapeutique, comment on peut devenir acteur finalement de sa santé, mais plus généralement, pas que de sa santé. C'est aussi revenir acteur de sa vie, quoi. Parce que ce qu'on voit, c'est que beaucoup de maladies chroniques, elles impactent la qualité de vie, elles impactent les différentes sphères de vie. La relation qu'on a avec soi, la relation qu'on a avec les autres, la capacité à prendre des loisirs, notre vie professionnelle, tout ça, c'est impacté souvent par la maladie chronique. Et donc, nous, c'est comment on va pouvoir reprendre le contrôle de notre vie. Euh, Reprendre le contrôle dans le sens, aller dans le sens d'une vie qui a du sens, quoi, qui vaut la peine d'être vécue. Vaste programme, hein. Waouh, effectivement très vaste. Mais justement, si il y a cette idée que ça soit vaste qui me touche beaucoup dans ce que tu as décrit. J'ai l'impression que finalement, ça ouvre la discipline de la diététique dans ce que tu décris. Euh, alors, je mets des guillemets à la diététique, la façon dont c'est enseigné par rapport au BTS, je parle, hein, même si le BTS est très intéressant d'un point de vue technique. Et, euh, et du coup, ça ouvre aussi le champ de compétences pour le diététicien aussi. Parce que par exemple, dans ce que tu décris, là, par exemple, de façon magistrale, tu nous as présenté très belle cette métaphore avec Madame Irma. Il y a cette idée aussi du langage, de la relation, des mots utilisés. Moi, elle m'a parlé, cette métaphore. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humour qui est aussi derrière qui m'aide aussi à peut-être à dédramatiser, peut-être, entre guillemets, la prochaine fois que j'aurai une pensée un peu, je penserai à Madame Irma, j'associerai quelque chose de sympa, je ferai une association un peu sympa à ce moment-là. Ah, et c'est Madame Irma qui est là. Et comment, par exemple, pour le diététicien, comment ouvrir ce champ de compétences qui semble très vaste parce qu'on est sur de la relation humaine et la relation humaine, on n'en est jamais véritablement un expert finalement. Ouais, on n'a jamais vraiment un expert, et ce qui est formidable, en fait, c'est pas forcément de vouloir arriver à quelque chose. On connaît tous la métaphore bouddhiste que je trouve magnifique, c'est que finalement, l'épanouissement n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin en lui-même, quoi. Et quelque part, ça nous met aussi au même niveau que nos patients, parce que quelque part, nous, professionnels, eh ben, on est en difficulté, on est en lutte et on est en progression aussi. Le fait d'être en difficulté, en lutte, nous met aussi peut nous mettre, hein. Ça peut nous mettre dans l'immobilité, mais ça peut nous mettre aussi en mouvement. Et puis finalement, ça nous met vraiment au même niveau que nos patients. Et puis ce qui me vient aussi, je ne sais pas si je m'éloigne vraiment de la question que tu m'as posée, l'idée non plus, l'idée, moi en tant que, là je reprends plutôt la casquette de formateur, c'est aussi de ne pas transformer les diététiciens en mauvais psychologues, c'est pas du tout ça. C'est de pouvoir amener en fait des compétences, je veux dire, relationnelles, humaines, psychologiques, appliquées à notre métier de diététicien. Et ça, c'est fort différent parce que c'est les reproches que j'ai pu avoir. J'ai de moins en moins, mais ça peut être le cas. Il y a une dizaine d'années, on me disait, mais finalement, c'est pas notre métier, ça, de travailler les émotions, les peurs. Oui, mais à part que si on veut pas travailler un minimum avec des outils de psychologie, il faut pas travailler avec des êtres humains parce que du moment où on travaille avec un être humain, on a besoin d'être un peu outillé. Une institutrice à l'école, professeur des écoles, elle a besoin d'avoir des outils de communication, des outils de psychologie, comprendre les émotions qui se passent. Euh, une infirmière, elle en a besoin, toute personne qui va travailler avec de l'humain, quoi. Et c'est vraiment ça, hein, c'est une clarification, c'est une précision que je voulais apporter, c'est vraiment des compétences qui vont être vraiment appliquées à notre métier, hein. C'est vraiment ça, et qui vont permettre quelque part de faire notre métier, de ne pas faire un autre métier, c'est pas devenir un psychologue ou je ne sais quoi, c'est de devenir un diététicien qui va permettre voilà, de vraiment faire de la diététique. Parce que si mon projet, si mon intention et celle de mon patient, c'est de prendre soin de lui par la nourriture, ben, je vais être obligé d'aborder avec lui les difficultés qui l'empêchent de prendre soin de lui par la nourriture. Et je ne sais pas si je me suis beaucoup éloigné de ta question. En fait, je ne sais même plus en fait l'intitulé, C'est pas la grave. question exacte. Et en tout cas, n'hésite pas C'était à me recadrer si je m'en suis éloigné. J'ai la, l'impression que c'est un peu le la, cas. la-
Si, ça vient compléter finalement parce que, il y a c'est-à-dire que dans ce que tu décrivais, ça ouvre un champ incroyable d'apprentissage pour le diététicien qui sort du BTS et hem et ça a l'air ça semble infini puisque la relation, c'est quelque chose qui est, infini, de pouvoir apprendre dessus, de pouvoir, se former dessus peut-être. Hem et du coup, comment pour, le diététicien, comment, pouvoir ouvrir ce champ de compétences? Ouais, c'est intéressant parce que souvent, dans les études qu'on a en sciences de l'éducation, on dit souvent un expert, c'est quelqu'un qui a 10 000 heures d'expertise sur un sujet, quoi. Donc en gros, qui a 10 ans d'expertise sur un truc. Et moi, je me rends compte que je fais ce métier depuis 2001 maintenant, donc je suis à largement plus de 10 ans, puis je me rends compte qu'en fait, j'ai toujours des trucs à apprendre. Je me rends compte que, je me rends compte qu'effectivement, j'ai l'impression en fait tous les jours de découvrir quelque chose. J'ai l'impression qu'en fait, je suis comme un débutant. Je suis comme un débutant qui me dit, ah mais ça dans la relation à l'autre, j'avais pas compris ça, j'avais pas compris cette subtilité. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il faudrait une vie pour en faire le tour, et peut-être même plusieurs vies pour en faire le tour. Après, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on voit effectivement de plus en plus de... Je trouve qu'on est dans une ère formidable parce qu'on est dans une ère où la connaissance se partage beaucoup plus facilement quand moi, je suis un peu un dinosaure parce que quand j'étais gamin, pour avoir Internet, il fallait aller au CDI de son collège, quoi. Et il fallait prendre rendez-vous 3 semaines avant pour avoir une demi-heure d'Internet. Et aujourd'hui, on peut avoir accès à vraiment des tonnes de données sur Internet. On peut acheter des bouquins hyper facilement. Il y a les réseaux sociaux, je trouve formidables pour pouvoir partager, etc. Et ces compétences-là, je crois qu'elles vont pouvoir se transmettre. Et là, je reviens avec ma casquette aussi d'ingénieur en formation. C'est aussi par le fait que les organismes de formation vont intégrer en fait ces nouvelles compétences et vont pouvoir quelque part les didactiser et puis les enseigner. C'est ce que je fais à mon petit niveau au centre de formation. Et c'est quelque chose moi, que je vois vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Et je suis heureux de ne pas être le seul à faire ça. Les diplômes d'université, euh, le fait que, par exemple, l'éducation thérapeutique aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise. Alors, c'est assez proche finalement de ce qu'on fait en diététique comportementale. Il y a des points communs, il y a des passerelles. En tout cas, ce point commun, c'est comment on accompagne un humain à prendre soin de lui. Je crois que cette vision humaniste en fait du soin, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser. Et moi, je suis plutôt quand même un partisan de la formation continue. Euh, Moi, en tant que diététicien, c'est une critique que je fais un peu à notre profession, c'est qu'on n'a pas une vraie culture de la formation continue. C'est en train de se mettre en place, cette culture de la formation continue. Malheureusement, elle n'est encore pas assez développée, elle n'est pas assez encouragée. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'obligation, nous, à la formation continue. En tout cas, ces compétences, pour moi, elles vont se développer, ces compétences humaines, ces compétences relationnelles, psychologiques, elles vont se développer par la lecture, par la formation, par le travail en supervision, puis peut-être aussi par le travail sur soi-même. C'est intéressant aussi de se dire, bah, finalement, nous, on n'est pas très différents de nos patients. On vit les mêmes processus qu'eux. On vit de l'inflexibilité, on vit des fois des obstacles, on vit des fois notre corps comme un problème. Et donc, je pense que c'est super aussi intéressant de tourner aussi, de travailler un peu sur soi. Se dire, ben ouais, moi par exemple, j'ai eu des douleurs chroniques assez invalidantes au niveau de mon dos pendant plusieurs années. J'ai trouvé que ça a été hyper formateur avec du recul. Parce que j'ai tout connu. La non-acceptation, la lutte avec mes émotions, non, c'est pas possible. La fusion avec des pensées du type ma vie est foutue à 30 balais, t'es même plus capable de faire tes lacets. Et puis le désengagement, ma vie, elle perdait en vitalité parce que toutes ces choses qui pouvaient donner du sens, eh ben, je les faisais moins à cause de mes douleurs. Et donc, je trouve que c'est super intéressant. Je suis content d'avoir été accompagné à l'époque aussi pour traverser ça. Je suis hyper heureux. Donc, voilà, comment développer ses compétences, j'ai envie de dire, ben, par la formation, par la lecture, par le travail sur soi. Euh, et voilà, par cette curiosité ouais, qu'on doit vraiment développer, mais aussi par un peu de rigueur. Par un petit peu de rigueur, moi je suis assez attaché à travailler avec des approches qui ont, un peu qui ont de la validité scientifique, qui ne sont pas ésotériques. Donc voilà, ça serait un peu les deux jambes quoi, pour développer des compétences, vraiment cette notion de curiosité, puis cette notion d'un petit peu de rigueur. Ouais, merci beaucoup. Heu, il y a quelque chose de très intéressant et qui me touche beaucoup dans ce que tu dis, c'est cette idée que
pour pouvoir aller vers ce chemin-là, il y a un moment donné, à être dans le je ne sais pas, à pouvoir naviguer dans le je ne sais pas et pouvoir tâtonner à un moment donné puisque dans la relation, avec, l'humain, on est dans quelque chose, tu le décrivais très bien dans quelque chose que tu avais, transmis, communiqué sur les réseaux sociaux, qu'on est sur quelque chose de tellement complexe que finalement il y a à être par moments dans le je ne sais pas. Et et justement, comment ça paraît un peu ambitieux, hein, mais comment aller vers, une éthique du je ne sais pas? Bah, déjà, je pense que cette éthique du je ne sais pas, elle est fondamentale. On le voit bien avec l'histoire du poids. Tout le monde est dans la certitude. Voilà, il y aura une méthode pour perdre du poids, puis si c'est pas le truc des régimes, il faut faire le truc des sensations, si c'est pas le truc des sensations, il faut faire le truc de l'index glycémique, et puis d'ailleurs, on voit bien d'ailleurs comme ça habite les professionnels de santé. Pour un patient qui vient consulter parce qu'il a des problèmes de poids, il y a toujours une réponse qui est apportée comme évidente, voilà ce qu'il faut faire. Alors que quand on regarde les choses, finalement, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. On ne sait pas trop, on sait ce qu'il ne faut pas faire. On sait plutôt bien ce qu'il ne faut pas faire. On sait que les régimes, ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas. On ne sait pas vraiment quoi faire. Et c'est hyper important pour nous, professionnels, d'en avoir conscience et de se dire, bah, ouais, cette problématique-là, elle est tellement complexe qu'aujourd'hui, cliniquement, voilà, j'ai des limites. Déjà, d'en avoir conscience, mais je pense que ça s'entraîne peut-être par la formation initiale qui doit nous amener à douter, qui doit nous amener à se dire, bah, voilà, la majorité des problèmes de santé sont des problématiques non pas compliquées, mais complexes, c'est-à-dire avec plein d'équations, et souvent on ne connaît pas toutes ces équations. On le voit bien dans les problèmes de poids, qu'on ne comprend rien, quoi. On comprend un dixième. On comprend qu'il y a des problèmes métaboliques, on comprend qu'il y a des problèmes de microbiote, on comprend qu'il y a des problèmes de comportement alimentaire, mais puis qu'est-ce que ça nous donne comme outil? Finalement, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment traiter ça. Et donc, ça va être important de développer un peu cet esprit critique. Je pense que c'est cette posture de je ne sais pas. Elle passe par vraiment cette culture d'esprit critique. Cette culture aussi de se dire, ben, pour moi, il y a quelque chose aussi qu'il faut bosser. C'est que ça va nous créer de l'insécurité. Parce que c'est hyper confortable de se dire, je maîtrise le sujet. Je maîtrise le sujet. Mon patient vient pour perdre du poids, vient pour ceci, je maîtrise le sujet. Je sais ce qu'il faut que je lui conseille. Ouais, du coup, se dire, bah ouais, mais en fait, je sais pas vraiment. En fait, ce que je donne comme conseil, ça me donne des limites. J'ai pas cette toute puissance. Et quelque part, ça nous amène à être un peu tout nu, ça nous amène à être un peu vulnérable aussi face à la demande de nos patients. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose aussi à travailler autour de la vulnérabilité de nous thérapeutes. Je vois qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont dans la réponse immédiate. Euh, et quelque part, c'est parce que quelque part, ne pas être dans cette réponse, ça serait aussi se rendre vulnérable. Et quelque part, comment on travaille avec cette vulnérabilité? Je trouve que dans une société, on ne nous a pas vraiment appris à travailler avec la vulnérabilité. On nous a appris à la dissimuler, à la cacher, à la voir comme honteuse, comme problématique. Et la vulnérabilité, ça peut être aussi une force parce que justement, je crois que c'est je suis dans une science de je ne sais pas, ça me rendra vulnérable, mais ça me rendra aussi humble. Et puis ça me rendra aussi plus éthique dans mes réponses à mes patients. Donc, c'est un peu confus tout ce que je raconte. Il y a vraiment ce lien avec entraîner l'esprit critique qui serait plutôt comme une habilité, une compétence quelque part qu'on pourrait développer. Même, je crois qu'on devrait développer l'esprit critique beaucoup plus tôt, même dès le collège, dès le lycée. On voit même, il y a des études qui ont porté là-dessus, c'est qu'on voit même que la capacité d'esprit critique, même des médecins, des gens qui ont fait des études très longues, elle n'est pas très si développée que ça. Elle n'est pas si développée que ça, ce qui peut amener des fois à des problèmes. Et cette notion de vulnérabilité, pour moi, c'est intriqué. Donc, ce serait deux axes pour moi qui vont permettre d'être dans cette éthique du soin. Ouais, merci beaucoup. Et il y a vraiment quelque chose qui me touche dans ce que tu décris, c'est cette idée que l'éthique, de du je ne sais pas, de l'humilité, amène directement, favorise une relation de soin, finalement qui tend vers quelque chose d'optimal peut-être, qui tend vers quelque chose d'accueillir totalement l'autre, puisqu'on est dans le je ne sais pas. Donc, si c'est un je ne sais pas qui est curieux, par exemple, bah, il y a une exploration infinie que l'on peut faire
à la fois le patient, le diététicien, parce qu'on est diététiciens tous les deux, et il y a une exploration infinie qu'on peut faire ensemble. Puis je crois que c'est aussi une ouverture à la non-lutte, quoi, parce que à force d'être dans des certitudes, on va impacter le soin. Si on a la certitude euh, que cette approche est la meilleure, alors qu'en fait, le sujet est tellement complexe que les résultats sont rarement aussi satisfaisants qu'on aimerait, hein. C'est vrai que sur le poids, la marge de manœuvre, hein, si on parle de la problématique du poids, qui est souvent une source de difficulté, hein, dans le fait de prendre soin de soi, hein, d'avoir un problème d'image corporelle parce qu'on a du poids en trop, bah, quelque part, la marge de manœuvre, elle est assez faible et on ne sait pas vraiment quoi faire. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas vraiment. On sait ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne sait pas vraiment quoi faire. Et de pouvoir dire à un patient, bah, on va faire au mieux, je vais vous donner des conseils de bon sens, mais ces conseils-là, ils ne seront certainement pas suffisants pour obtenir le poids que vous aimeriez atteindre. Et c'est aussi, quelque part, faire preuve d'une honnêteté qui va permettre aussi à un patient d'arrêter ses comportements de lutte et de contrôle. Et peut-être que du coup, cette énergie qui va être dégagée, elle va pouvoir être investie peut-être ailleurs, notamment pour vraiment prendre soin de soi. Donc, je pense qu'il y a aussi cette idée que avoir un petit peu cet esprit critique, ce recul, cette réflexivité, mais aussi ce courage quelque part, parce que j'en reviens à la vulnérabilité, parce que ça risque de rendre l'autre vulnérable et ça risque de nous rendre aussi vulnérables. Moi, sachant, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi te conseiller, et je suis embêté de ça. Mais si on est capable, nous, d'accueillir ça aussi avec bienveillance, cette vulnérabilité, la nôtre et la sienne, ça va être aussi un espace de non-lutte qui va en émerger. Il peut y avoir un petit peu d'impuissance qui va se dégager, un petit peu de désespoir. Mais si on reste en présence de l'autre, si on reste dans une vraie relation d'aide, ça ne va pas de l'abandon, au contraire, ça va être propice à se dire, ben, maintenant, voilà, on a de la marge de manœuvre, la marge de manœuvre, elle n'est peut-être pas là où vous pensiez, elle est vraiment sur prendre soin de vous, et là, il y a des choses à faire. Et là, il y a des choses vraiment qui vont vous permettre de vraiment prendre soin de vous, d'en tirer des bénéfices. Donc, je crois que c'est aussi ça, c'est de se dire cette honnêteté et ce courage, il va aussi permettre de changer la focale du soin. C'est de se dire, plutôt que d'être focalisé sur, voilà, sur ce problème insoluble, ben maintenant on le laisse de côté, ce problème insoluble, et puis l'énergie, elle va être consacrée à vraiment des choses sur lesquelles on a des leviers, quoi, puissants. L'exemple du poids est un bon exemple, parce que si on arrête de lutter avec notre poids, on va vraiment pouvoir s'occuper pleinement de notre santé. Toute cette énergie qu'on utilisait pour essayer de contrôler notre poids en vain, parce que malheureusement, toutes les études sur le sujet nous montrent que la marge de manœuvre est faible, ou que le nombre de personnes qui perdra durablement du poids, c'est hyper minoritaire. Et si on lâche un petit peu ça, et ben, on va pouvoir être ailleurs, on va pouvoir être sur vraiment prendre soin de soi. Parce que les possibilités pour prendre soin de soi, je crois qu'elles sont assez infinies. Ouais. Merci vraiment infiniment pour ces mots. Et on arrive à la fin de, de cet entretien, de cette interview, hein. On a vu un petit peu au début qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à la diététique, aux thérapies cognitivo-comportementales. euh, qu'est-ce qui a été utile aussi pour comment ça peut être utile, pardon, pour les patients qui souffrent d'une maladie chronique, avec les 4 habilités que tu as décrites, qu'on peut développer grâce à la diététique comportementale. Et, et ce qu'on a décrit là autour de cette idée de pouvoir être dans une relation en étant avec du courage. Je suis très touché par cet entretien et on arrive à la fin du coup et j'aimerais qu'on fasse un petit jeu pour terminer qui s'appelle le portrait chinois. Alors, c'est un petit jeu que tu connais parce que c'est assez connu probablement et puis on l'a fait un peu ensemble en formation. Et ce serait un peu le mot de la fin, ce portrait chinois. Et on va se challenger pour l'autre. On va challenger l'autre. Donc, par exemple, si pour toi, pardon, cette interview était, par exemple, un fruit ou quelque chose, c'est à toi de trouver ce fruit, c'est à toi de trouver euh, cet objet. Mais c'est très large, hein, ça peut être un paysage, ça peut être une peinture, ça peut être... Et c'est toi qui me poses la question. Si cette interview était pour toi, tu peux commencer en me posant la question si tu veux, ça peut être... c'est très large.
Ok. Hmm. Si cette interview, Duncan, était pour toi un animal, Euh, Bah, ça serait un chat. Un chat, euh, un chat qui se prélasse un petit peu. Parce que c'était assez détendu, je me sentais très en sécurité, très dans la détente, en plein dans mes baskets. Et on le sent vraiment en plein dans ses baskets, le chat, quand il est posé au soleil comme ça, et on le sent vraiment à la maison, quoi. Donc je me suis senti comme, un peu comme à la maison, quoi. Et donc, pour toi, Florian, si cette interview était pour toi un... Alors, j'aime bien aller vers la nourriture. Si cette interview était pour toi un plat, qu'est-ce que ce serait, ce plat? hmm, ce plat, ça serait un petit peu comme... moi, j'aime bien les Buddha Bowls parce que je trouve que quand j'en mange, je trouve ça hyper agréable, hyper nourrissant. Et puis, je découvre toujours même si découvre toujours des nouvelles saveurs. Et donc, à ce côté, en fait, là, par les questions que tu m'as posées, qui m'ont amené aussi à découvrir aussi des subtilités, de pouvoir explorer des petites subtilités avec toi. Donc, il y a vraiment ce côté avec des arômes un peu différents. Et en plus, j'en mange pas tous les jours. Et en même temps, j'adore ça, c'est bien nourrissant. Puis à la fin, tu sais, je me sens comme bien nourri, mais pas trop. Pas gavé. Et pas non plus sur ma faim. Juste comme bien nourri. Ok, merci. En tout cas, merci d'avoir accepté. Je sais que tu peux être très pris, qu'on a chacun nos plannings, etc. Donc, merci d'avoir pris ce temps. C'était vraiment un vrai cadeau pour moi et sans doute aussi pour les personnes qui peuvent voir cette interview. Donc, je te souhaite le meilleur pour la suite. Je te dis à très bientôt aussi parce qu'on a nos petits projets ensemble. Et puis, à bientôt. Et au Eh revoir ben, à tout le monde. merci à toi, Duncan. Merci pour tout ce que tu fais parce que je crois que derrière ces vidéos et tout ce que tu peux faire, il y a vraiment une volonté de partage et de générosité qui te caractérise pleinement. Et merci pour tout ça parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci, ça me touche. Je prends. Je ne laisse pas passer, je prends. Bon, allez, salut Florian. Au revoir à tous. Prenez soin de vous.